Mesdames, Messieurs, chers enfants, c'est avec un immense plaisir que nous avons l'honneur, la joie d'accueillir, et pour la 5e fois à Épinay-sur-Seine, Monsieur Joseph Weissmann. C'est le 27 décembre 2011, à l'Institut français de Tel Aviv, en Israël, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Joseph. Tu venais alors présenter ton livre Après la rafle, suite à la sortie du film. Lors de l'échange avec le public, après m'être présenté comme enseignant en France, en Seine-Saint-Denis et plus particulièrement à Épinay-sur-Seine, je t'avais posé la question, pourriez-vous, à l'époque on se vous voyait encore, pourriez-vous venir rencontrer nos élèves de collège et lycée d'Épinay-sur-Seine? La réponse de Joseph fut « Hors sujet, monsieur le professeur ». Ce fut notre premier contact. Une grande amitié était née. Bien évidemment, de nombreux collégiens et lycéens d'Épinay-sur-Seine ont le souvenir de ces rencontres que tu leur as accordées. Aujourd'hui, Joseph, ce sont 10 classes de CM2, 11 plus exactement. Ce sont environ 200 élèves qui sont présents. Devant toi, avec toi, auprès de toi. Impatient d'échanger, de questionner, tu as pu constater par toi-même, à travers les productions, l'investissement de chacun d'entre eux. Merci à chacun d'entre vous, vous les enfants, bravo, et encore un grand merci aux collègues, aux enseignants. Joseph, je connais ton attachement à cette ville de Seine-Saint-Denis, qui t'a vu remettre, j'ose dire enfin, les palmes académiques le 3 juin 2014. Âgé depuis dimanche dernier de 11 ans et de 80 printemps d'expérience, Joseph continue inlassablement à témoigner. J'insiste sur le terme « témoigner », car je sais que tu aimes à rappeler que tu n'es pas un conférencier. Nous t'accueillons également à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Après la rafle. J'en profite pour remercier Nicole, sans qui je sais que ce travail n'aurait jamais existé. Merci Nicole. Joseph, au nom de l'ensemble de nos élèves, de nos enfants, de nos collègues, de l'inspection de l'éducation nationale et de nos amis, merci de nous gratifier de ta présence. Je cède maintenant la parole à Monsieur le maire d'Épinay-sur-Seine, Monsieur Hervé Chevron. Bien. Monsieur Weissmann, Madame l'inspectrice, Monsieur Deveau, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves. C'est un réel honneur pour nous d'accueillir ce matin Monsieur Joseph Weissmann. Encore une fois, je voudrais lui souhaiter la bienvenue à Épinay-sur-Seine, ville que vous connaissez, je dirais, un petit peu. En effet, comme c'était rappelé, nous nous sommes déjà rencontrés en 2011 à l'école Romain Rolland lors de la remise des palmes académiques. Je voudrais remercier bien sûr l'Éducation nationale, M. Deveau et Mme l'inspectrice, Mme Boulet, d'avoir rendu possible cette rencontre. La vie de Joseph Weissmann est extraordinaire. Elle a fait l'objet d'un film, d'un livre et maintenant d'une BD. Cette histoire, c'est celle d'un enfant de 11 ans qui se retrouve embarqué malgré lui dans l'horreur de la guerre et qui s'accroche irrésistiblement à la vie. Son témoignage est précieux. Et je vous demande d'être attentifs et respectueux. Je crois savoir d'ailleurs que vous avez travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est au programme du CM2. Vous pourrez donc bien comprendre ce qui lui est arrivé et comment cela a pu arriver. À Épinay-sur-Seine, nous sommes très engagés sur le devoir de mémoire et nous travaillons tout au long de l'année avec les enfants, en les associant aux commémorations officielles ou au travers de sorties pédagogiques pour leur transmettre
la mémoire de cette histoire. Des élèves du lycée Fédère, après avoir travaillé sur un magnifique projet intitulé « Parler vivant », qui essaie de retracer la vie des Juifs à Épinay-sur-Seine sous l'occupation, ont effectué un voyage pédagogique en Pologne, où ils ont notamment visité le camp d'Auschwitz auquel M. Weissmann a échappé. Ils ont ensuite pu échanger avec Ginette Kolinka, qui est une survivante des camps de concentration et qui est aujourd'hui, comme vous, M. Weissmann, une passeuse de mémoire. Ce travail est essentiel parce que c'est à travers lui que nous pouvons mesurer combien la paix, la démocratie, le confort sont des choses fragiles et relatives qu'il faut se battre pour préserver. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui de vous avoir et nous sommes là pour vous écouter. Alors je vais vous céder la parole. Mais encore, je voudrais bien sûr remercier Madame l'inspectrice et Monsieur Deveau pour ce moment important. Merci une nouvelle fois, Monsieur Weissmann, pour ce que vous faites. Merci pour votre énergie, votre soif de raconter et de partager inlassablement votre histoire auprès des jeunes générations. Je vous remercie. Je cède un petit peu. Je cède maintenant la parole à Madame l'inspectrice Marie-France Boulet. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les directions d'école, chers élèves, chers invités. C'est un immense honneur que nous mesurons tous aujourd'hui de vous accueillir, Monsieur Weissmann, au sein de la circonscription d'Épinay-sur-Seine, dans le cadre d'un projet qui a engagé 10 classes de CM2 de la ville à comprendre en quoi votre histoire personnelle est tragiquement liée à l'histoire avec un grand H. Les élèves des écoles élémentaires, les Écondos, la CEPED 1, la CEPED 2, Georges Martin, Sainte-Thérèse et Rêve ont travaillé autour de cette période insoutenable de l'histoire. Le visionnage d'extraits choisis du film La Rafle, la lecture de la bande dessinée Après la Rafle et tout le travail d'études mené sur cette période de la Seconde Guerre mondiale avec les enseignants ont amené les élèves à se questionner sur cet enfant du même âge qu'eux, qui, il y a 80 ans, a pris des risques inouïs pour s'évader du camp de Beaune-la-Rolande. À l'occasion de visites ces dernières semaines avec Jean-Claude Deveau, dans certaines écoles et classes ici présentes, nous avons constaté que les élèves utilisaient presque unanimement la même phrase et les mêmes mots. On attend la venue de Joseph. Ces simples mots traduisent, me semble-t-il, la dimension intemporelle de votre témoignage, Monsieur Weissmann. Beaucoup vont l'entendre pour la première fois, d'autres le réentendre, mais chacun mesure d'ores et déjà l'importance de votre témoignage. Je tiens à féliciter tous les élèves et les enseignants pour leur engagement, leur investissement dans ce projet pédagogique et pour la qualité des travaux et des productions exposées, pour ne pas oublier et en même temps pour défendre des valeurs de liberté, de justice et de tolérance. Je tiens également à remercier Jean-Claude pour l'initiative de la tenue de ce projet. Enfin, je tiens à remercier la municipalité qui a mis à disposition ce lieu et tout le matériel nécessaire pour permettre la tenue de cet événement dans les meilleures conditions et qui a pris en charge la totalité des petits déjeuners pour l'ensemble des élèves. Au nom de toute l'institution, au nom de toutes les personnes ici présentes, je vous remercie pour votre présence, Monsieur Weissmann. Le 16 juillet 1942, Joseph a 11 ans. C'est un titi parisien, comme tant d'autres, à ceci près qu'il porte l'étoile jaune. Arrêté avec toute sa famille, il passe 4 jours au Veldiv, avant d'être transféré dans un camp de transit du Loiret. Il garde quand même le cœur léger. Ses parents sont là. Mais lorsqu'on lui arrache et qu'il se retrouve seul avec des centaines d'enfants dans la même détresse, il n'y a plus qu'une idée, s'enfuir. Avec un copain aussi téméraire que lui, il franchit en 5-6 heures. Joseph se souvient qu'il était midi. Il passe le mur des Barbelés. Jusqu'à la libération, cet enfant chétif va devenir le juif le plus recherché du pays.
Survie dans la forêt, longue marche, dénonciation ignoble, protection inattendue d'un gendarme, famille d'accueil qui le maltraite. Puis après la guerre, c'est un couple merveilleux qui va en faire un homme. Il ose enfin mettre en mots ce qu'il a vécu au camp de Beaune-la-Rolande. Un témoignage poignant d'un homme qui a cru pouvoir oublier l'horreur. C'est l'enfant de 11 ans qui vous parle aujourd'hui. Joseph, c'est à toi, mon ami. Jean-Claude, il a presque tout dit, je ne sais pas ce qu'il va me rester à dire. Mais je me suis là ici simplement pour me présenter, et puis après, on témoignera. Alors, je suis donc Joseph Westman, né le 19 juin 1931. Je sais qu'il y en a un qui est né aussi le 19 juin ici. Enfin, lui, ce n'était pas en 31. Oui, il est là. À Paris. Je suis donc de nationalité française. Je fais partie de la race humaine, ni supérieure ni inférieure, car dans la race humaine, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Nous sommes tous pareils, nous nous ressemblons. Nous ne sommes pas pareils, mais nous nous ressemblons. Il faut bien tenir compte de cette très importante distinction. Je fais donc partie de la race humaine et de l'humanité. Voilà, je voulais que vous sachiez ce que je suis aujourd'hui. J'ai donc 91 ans. Le petit qui est là, il est plus jeune que moi, je pense. Bon. Voilà, je voulais simplement me présenter maintenant. Avec tout ce qu'a dit Jean-Claude, moi je ne sais pas s'il me reste encore quelque chose à dire. Donc je vais aller m'asseoir là-bas et je vais surtout, c'est moi qui vais vous écouter. On va faire passer un micro, si vous voulez bien. Je demanderai à chaque enfant de se lever, de se présenter et de parler suffisamment proche du micro pour que Joseph puisse vous entendre et vous répondre. On va commencer, si vous voulez bien, par l'école Les Écondos, avec M. Swider et Mme Fernandez. Si vous voulez bien leur passer les micros. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Westman. Bonjour. Madame l'inspectrice. Bonjour à tous. Donc, nous sommes deux classes des Écondos de CM2. Nous sommes donc très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Nous sommes vraiment conscients de la chance que nous avons de pouvoir écouter votre témoignage, vous rencontrer, et nous en vous remercions beaucoup, vraiment. Effectivement, cette année, nous avons travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, et à cette occasion, les élèves ont, pour la plupart, découvert l'existence de la Shoah. Et j'ai pas l'habitude. Et à cette occasion, donc, c'est vraiment un crime contre l'humanité perpétré, organisé par les nazis et des individus qui ont collaboré avec eux. Ils ont été émus, mais aussi révoltés parce qu'ils ont appris par les horreurs qu'ont commises les nazis. Et puis après, ils ont découvert le film qui racontait votre vie, ce passage douloureux de votre vie pendant la guerre, et ça les a énormément touchés également, et ça a suscité énormément de questions que vont certains d'entre eux vous poser maintenant. Merci encore, vraiment, merci. Bonjour, je m'appelle Mathias, je suis en CM2B à l'école des Écondos. J'ai une question pour vous. Comment avez-vous fait pour reprendre une vie normale après la guerre ? C'est déjà une question difficile dès le départ. Je crois que... Attends, avant de répondre à ta question, je crois que je vais reprendre quand même un petit peu le fil, parce que M. Deveau a brossé tout à l'heure rapidement ce qu'a été la rafle du Veldiv. Alors, si vous voulez, je vais refaire un petit tour rapide, puis je vais te répondre après. Nous avons donc été arrêtés le 16 juillet 1942 à midi, ma famille, mes parents, père, ma mère, mes deux sœurs et moi, par deux policiers français. J'insiste bien, français. Un en uniforme et un en civil. Ils ont dit à ma mère, « Madame,
On frappe à la porte, maman me dit Joseph va ouvrir. Police, Madame Wessmann, oui, les enfants. Bon, vous faites une valise avec des vêtements chauds, un peu de nourriture, et on vous emmène. Mon père n'était pas là, on habitait au 4e, lui était au 6e, là où était son atelier de travail, il était ailleurs. Quand tout a été prêt, maman m'a dit Joseph va chercher ton papa. Et ils ont dit oui, les policiers, M. Wessmann, il n'était pas là. Oui, non, mon fils est parti le chercher. Alors il y en a beaucoup qui ont dit mais c'est dégoûtant ce que tu as fait, parce que tu as dénoncé ton père. Tu as dénoncé ton père, il n'aurait pas été arrêté, et même toi, tu pouvais te sauver. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces stupidités? Vous imaginez que mon père aurait accepté que sa famille soit arrêtée et que lui se défile? C'était hors de question, et c'est des propos vraiment d'une rare bêtise. Donc, une fois qu'on a été regroupés tous les 5, on est descendu l'escalier du 4e étage, et un autobus nous attendait un peu plus loin, où il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient été arrêtés. Entre parenthèses, lorsqu'on nous a arrêtés, le policier est allé à la fenêtre pour la fermer. Il faisait très très chaud, nous sommes le 16 juillet. Maman a dit, mais pourquoi vous fermez la fenêtre, il fait tellement chaud? Et le policier a répondu, écoutez, ce matin j'ai arrêté une famille comme vous, et la femme elle s'est jetée par la fenêtre, s'est tuée, et nous ça nous fait des papiers à remplir, alors vous comprenez, on ne tient pas à recommencer. Bon, l'autobus nous a emmenés en direction du Veldiv. Au milieu du trajet, il est tombé un énorme orage très violent, ce qui explique d'ailleurs, quand on voit des autobus stationnés devant le Veldiv, que c'était mouillé par terre. Et il y avait une dame dans l'autobus qui a dit « Regardez toute cette pluie qui tombe, c'est Dieu qui pleure sur le sort des Juifs. » Je m'en suis rappelé parce que ça m'avait profondément marqué. Nous sommes arrivés au Veldiv, on a débarqué tout le monde et on était quand même plus de 13 000. Ça a été un enfermement très difficile, à la limite du supportable, parce qu'il n'y avait rien à boire, il n'y avait rien à manger. Tout de suite, les cabinets ont été bouchés, il y avait une puanteur insoutenable, et on est resté comme ça 5 jours, à peu près 4 ou 5 jours, assis sur un strapontin, sans nourriture, sans eau, sans rien. Je résume rapidement. Au bout de 5 jours, on nous appelait par haut-parleur, voulez-vous gagner la porte, il y a un autobus qui vous attend, qui va vous emmener. À ce moment-là, au moment de sortir, mon père s'est adressé au commandant du camp en disant, écoutez, je me suis engagé pour la guerre, entre militaires, je vous demande, mon commandant, où allons-nous? Et le commandant a répondu, je ne peux pas vous le dire parce que je n'en sais rien, sinon je vous l'aurais dit, mais je vous donne ma parole de fichier que vous ne quittez pas la France. Et effectivement, l'autobus nous a conduits à la gare d'Austerlitz, où, pour la première fois, nous avons vu des Allemands, mais qui ne sont pas intervenus, parce que jusque-là, on ne verra jamais d'Allemands. C'est toujours la police française ou la gendarmerie française. Donc, avec beaucoup de difficultés pour entasser 13 000 personnes dans des wagons à bestiaux sur lesquels était marqué « chevaux en long 8, hommes 40 », on est monté à plus de 200 par wagon. Et je peux vous dire qu'on n'avait pas besoin de se tenir, surtout les gosses qu'on arrivait à la hauteur du nombril des gens, parce qu'on était coincés comme des sardines dans une boîte. Après plusieurs heures dans des wagons surchauffés, car ils stationnaient déjà au soleil depuis des heures et des heures, on a fini par faire monter tout le monde. Mais il faut comprendre qu'il y a des gosses qui montaient dans un wagon, ce n'était pas le bon, ils ne voulaient pas redescendre, ils ne voulaient pas remonter dans un autre. Il y avait une sœur qui était montée là, un frère dans l'autre. Enfin, ça a été une pagaille qui a généré quelques brutalités, mais pas de violence, une gifle, un coup de pied, etc. Après plusieurs heures, on a plombé les wagons et on est parti enfin. Après avoir roulé plusieurs heures, parce qu'on s'arrêtait souvent, il fallait laisser passer des convois de militaires ou d'armement, etc. Après plusieurs heures, le train s'est arrêté et il y avait une petite lucarne dans le wagon, il n'y avait aucun confort. Hein. On était 200 par aucun confort, même pas un endroit pour faire pipi. Il y a quelqu'un qui s'est penché, qui a dit « Ah oui, je vois, attendez, Pithiviers, on est dans un camp qui s'appelle Pithiviers, c'est pas loin d'Orléans, c'est un camp. C'est là où avait été interné en 1941 la première rafle qu'on a appelée la rafle du billet vert. Notre wagon ne s'est pas ouvert,
On est resté, je ne sais pas, peut-être 1 heure ou 2, puis le train est reparti. Et après 1 heure de route à peu près, on est arrivé au camp de Beaune-la-Rolande, qui est toujours dans le Loiret. Là, on a ouvert les wagons et on a pris la direction du camp, qui est à peu près 1 kilomètre. Ça n'est pas une traversée, je dirais presque joyeuse, comme on l'avait vu avec Jean Reynaud, le ciel bleu, les arbres verts, les petits oiseaux qui chantent. C'était pas du tout ça. C'était un village fantomatique où les gendarmes étaient passés, où ils avaient dit personne dehors, toutes les portes, toutes les fenêtres fermées, pas un chien, pas un chat. Et c'était presque angoissant. Mais enfin, moi, j'étais au grand air, on a marché à pied, on était au mois de juillet. C'était autre chose que le Veldiv qui était surchauffé, avec une chaleur terrible, avec tous ces gens, plus une verrière qui couvrait le Veldiv. On était comme dans une couveuse. Nous sommes arrivés au camp de Beaune-la-Rolande, qui était un camp de baraques de bois. On a réparti les gens. Je vous fais grâce des détails. On y reviendra. Il y a certainement des gens qui me poseront des questions. Et au bout de 15 jours à peu près, ça a été l'appel pour être déporté. Avant d'être déporté, il fallait passer dans une baraque qu'on appelait la baraque des fouilles, car on ne devait garder aucune valeur qui aurait pu peut-être nous aider. Pas d'argent, pas de bijoux, pas de montre, rien. Aucune valeur. Et s'ils en trouvaient sur vous, d'ailleurs, moi je tenais la main à ma maman quand on est rentré dans la baraque des fouilles, il y a une dame devant nous qui avait caché quelque chose, on l'a jeté par terre, il y avait des miliciens français, toujours, qui étaient là, qu'on tapait à coups de matraque, à coups de pied, c'était horrible de voir cette femme qui se tordait de douleur par terre et sa fille qui voyait ça. Moi, je me suis dit, si maman elle est battue comme ça, moi, je vais tomber tout de suite mort. Mais maman n'avait rien à cacher et donc, on a passé la baraque de fouilles et on est allé sur ce qu'on appelle l'esplanade du camp, une très vaste cour où on avait formé les wagons qui allaient se constituer, les femmes et les enfants d'un côté, les tout petits, les femmes et les enfants plus grands et les hommes. On est resté là plusieurs heures parce qu'il a fallu que tout le monde passe à baraque des fouilles. Et vous savez, faire monter, en supposant qu'il soit descendu 2 ou 3 000 personnes à Pithiviers, il restait encore 10 000 personnes. 10 000 personnes, c'est quelque chose d'énorme. Il a fallu vérifier tout le monde, etc. Et au moment où le convoi allait partir, des Allemands sont arrivés. C'est la première fois qu'on voit les Allemands. Au Veldiv, c'était la police. À Beaune-la-Rolande, c'était les gendarmes, toujours français, qui ne nous aimaient pas. Ils n'aimaient pas les Juifs, ils n'aimaient pas les enfants. On les avait choisis certainement pour des gens qui n'aimaient pas les Juifs, qui n'aimaient pas les Noirs. Ils étaient sévères. La moindre incartade, c'était un coup de pied. Donc les Allemands arrivent, c'est un commande-car, c'est-à-dire un véhicule léger, c'est pas avec des canons ni rien du tout. Il y avait dedans 5 ou 6 soldats en armes avec un fusil, et puis un officier supérieur. Et nous avons appris qu'ils venaient vérifier si les ordres de Berlin étaient respectés. Quels étaient les ordres de Berlin? On déporte les parents, mais on ne déporte pas les enfants. Or, Pierre Laval, président du Conseil, comme on disait à l'époque, Premier ministre, c'est la même chose, avait dit « il faut se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Alors il a décidé de déporter tout le monde. Au pif, comme ça, de retirer ceux qui ne correspondaient pas à ce que Berlin avait ordonné. Mais il a fait ça au pif. Toi. Il en a retiré 100, 200, 300, 400, je ne sais pas. Jetez un des toits, vous retournez dans votre baraque et vous rejoindrez la semaine prochaine vos parents. Le bruit courait, je me rappelle encore, qu'ils nous retiraient parce qu'il n'y avait pas assez de wagons pour tous les enfants, donc on retirait les enfants qui rejoindraient leurs parents après. Quand tout ça a été réalisé, ça a été évidemment très douloureux, je ne vais pas revenir là-dessus, très difficile à vivre, ces enfants qu'on arrachait à leurs parents et ces parents qu'on arrachait aux enfants. Bref, il y a eu des scènes très difficiles, on y reviendra peut-être tout à l'heure si vous voulez. Et finalement, le convoi finit par partir à la gare de Beaune-la-Rolande où nous étions arrivés. Et c'est un des rares trains qui a été directement de Beaune-la-Rolande à Auschwitz sans passer par Dancy. Dès leur arrivée à Auschwitz, tout le monde a été gazé et ensuite brûlé au four crématoire. Ce que j'avais vu m'avait tellement bouleversé, m'avait tellement fait mal. J'ai 11 ans, donc vous voyez, je suis dans un auditoire qui peut parfaitement me comprendre.
J'ai dit, c'est pas possible ça. C'est pas possible qu'on vive dans des conditions comme ça. On n'a rien fait et on est puni. Moi, je n'ai jamais supporté l'injustice. Si je fais une bêtise, je suis puni, c'est normal. Si j'ai rien fait et qu'on me donne une claque, je me révolte. Or là, on vient m'arrêter chez moi, on m'enferme au Veldiv, on m'enferme au Hollande, on m'arrache à mes parents, moi je veux foutre le camp. Et le même jour, j'ai décidé de foutre le camp et j'ai commencé mon évasion le lendemain. Je vais juste m'arrêter là virtuellement. Je vais quand même encore quelques mots. Je ne voulais pas m'évader tout seul parce que j'ai 11 ans, ça fait 2 ans qu'on n'a rien à manger. Je ne suis pas rachitique, mais je suis chétif, je pèse 25 kilos. Je sais que je n'y arriverai pas tout seul, je le sens. Je veux donc trouver quelqu'un qui s'évade avec moi. On va attendre la fin de la sonnerie. Non ? Bon. Et je m'adresse aux enfants, je dis, tiens, toi, tu veux pas... Je cherchais quelqu'un plutôt plus costaud que moi, tu veux pas venir t'évader avec moi ? Tout le monde m'a répondu, mais il est fou, il veut s'évader, mais c'est impossible, parce que d'abord les gendarmes vont le tuer, et puis les chiens vont le bouffer, et puis de toute façon, si tu t'évades, espèce d'idiot, tu ne vas pas retrouver tes parents la semaine prochaine. Or, il n'y a qu'une chose à quoi on pensait, c'était retrouver nos parents, notre famille. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu, écoutez, moi, j'y crois pas, parce que je sais que c'est tous des menteurs, et ils veulent tous nous tuer. Personne n'a voulu s'évader avec moi. Le lendemain, parce qu'il y avait plusieurs baraquements, il y a des garçons d'un autre baraquement qui sont venus, qui m'ont dit, tu nous as empoisonné la vie hier, tu veux t'évader ? Ils avaient avec eux un autre garçon. Il m'a dit, ben, lui, il veut s'évader aussi. Vous n'avez qu'à vous évader tous les deux. Et on me présente Joe Cogan, qui avait le même âge que moi, exactement 11 ans, la même taille. Tu veux t'évader ? Moi aussi. Eh bien, on s'évade. Quand ? Ben, on y va maintenant. Pas de préparation, rien du tout. On va vers les barbelés, on trouve une espèce de planche pour essayer de grimper là-dessus. Tout de suite, il y a 200-300 enfants autour de nous. Et tout de suite, il y a les gendarmes qui arrivent, évidemment. Alors, on s'est redébiné. Les gendarmes, évidemment, nous courent après, mais avec nos petites pattes, on court vite. Hein. On rentrait dans le baraquement. Il y avait une porte ici à l'entrée, une autre en face. Au bout de 3 baraquements, on avait semé les gendarmes. On se retrouve le lendemain. Et on a dit, ben, on s'y est pris comme des idiots, c'est impossible de s'évader, ça, on ne va jamais y arriver. Il faut qu'on s'évade la nuit. Oui. Mais la nuit, ce n'est pas possible, on ne va rien voir. Car je sais que vous savez maintenant ce que c'est qu'un camp de concentration entouré de barbelés. C'est fait pour qu'on ne puisse pas passer. Et donc, on ne peut pas passer. Alors, 2 jours, on arrive à écarter les barbelés, parce que ce n'est pas des barbelés pour garder les vaches qui sont comme ça, piquants tous les 10 cm. C'est que tous les piquants se touchent, et ce sont des rouleaux inextricables, ils n'ont pas été ouverts exprès pour pas qu'on puisse passer. Donc si on ne voit pas, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas possible de nuit. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on peut y arriver ? Et un de nous deux a dit, ben si, il y a un moment où le camp est vide, complètement vide. C'est au moment où on donne le déjeuner, parce que le repas, il n'y avait rien le matin, il y avait un repas à midi qu'on allait chercher à la baraque de ravitaillement, il n'y avait rien le soir. Alors personne n'aurait raté leur repas de midi pour tout l'heure du monde, car c'était une question de vie ou de mort. On mange, on vit, on ne mange pas, on meurt. Et à midi précise, le camp était complètement vide. On est rentré dans les barbelés. On y est resté facilement 5 à 6 heures. Et on était de l'autre côté. On est rentré dans la forêt d'Orléans. Et on avait réussi notre évasion. Voilà, je vous ai pour résumer ça. Maintenant, je vais reprendre la question à laquelle je n'ai pas répondu. Mais il fallait que quand même je brosse ce tableau. Alors, si tu veux bien recommencer... Mathias, si tu veux bien reposer la question, s'il te plaît. Parce qu'elle est importante. La question était comment avez-vous fait pour reprendre une vie normale après la guerre ? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, moi, de toute façon, et nous tous, les enfants, j'ai fait beaucoup d'orphelinats, parce qu'on s'évade en 1942. C'est le 8 mai 1945 que s'arrête la guerre. Il a fallu survivre. Je passe sur ces détails-là. Je suis donc les Américains ont débarqué. Je suis dans un orphelinat au Mans. Il a fallu que je quitte Paris. J'étais dans un orphelinat qui s'appelait l'orphelinat de la rue Lamarck. Mais c'était des souricières pour essayer d'attraper les gens qui venaient voir des enfants qui étaient là. Et ils recherchaient les 2 Joseph. Il s'appelait Joseph aussi, mon copain. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, ils ne pouvaient pas admettre qu'avec le système fantastique qu'ils avaient monté,
deux morveux comme nous puissent passer au travers. Il fallait retrouver les deux Joseph. Et le directeur m'a fait venir en me disant, écoute, ça fait 3 ou 4 fois qu'ils viennent, qu'ils te recherchent, ils ne t'ont pas trouvé, tu as eu beaucoup de chance, mais il faut que tu t'en ailles maintenant, parce que la prochaine fois, ils vont t'arrêter, tu seras foutu. Nous sommes en 1943, ça fait donc à peu près 1 an que je suis dans l'orphelinat. Il m'a dit, je vais t'envoyer dans la Sarthe. Et une dame est venue chercher, qui s'appelait Madame Clément, et qui nous a emmenés dans un orphelinat Non, elle ne nous a pas emmenés dans un orphelinat, pardon. Elle nous a emmenés dans une famille, ce qu'on a appelé les enfants cachés. Famille non juive qui cachait des enfants juifs. Pourquoi je vous raconte ça? Oui, c'est pour répondre à la question. Ah oui, voilà, pour répondre à la question. Après la guerre, il y a une femme une fois que la guerre a été terminée, on a recueilli tous les enfants qui étaient cachés dans la Sarthe et dans les départements limitrophes, c'est-à-dire l'Orne, la Mayenne, l'Eure-et-Loire, etc. Et ils étaient dans un orphelinat où sont venus les Américains. Il y avait beaucoup de Juifs dans l'armée américaine qui sont venus nous apporter de la nourriture et tout, parce qu'à cette époque, il n'y avait toujours rien à manger en France. Et cette femme juive qui habitait Le Mans, qui avait réussi à passer à travers la guerre, a dit au directeur, écoutez monsieur, mon mari et moi, on voudrait prendre un enfant comme ça pour une journée, lui donner un peu de bonheur, on l'emmènerait au cinéma, on lui donnerait des confiseries, etc. Est-ce que vous seriez d'accord? Le directeur lui dit, oui, mais au contraire, madame, avec plaisir. Alors elle dit, voilà, mon mari voudrait plutôt une petite fille parce qu'il est très timide. C'est un monsieur qui n'était plus très jeune. Et il a peur que les petits garçons se moquent de lui, alors il préfère avoir une petite fille parce que c'est plus doux, plus gentil. Et je passais là par hasard, j'avais un surnom. C'était Farfadet, parce que j'étais partout et nulle part. Très vif, très agité. Il me dit, tiens, Farfadet, va donc chercher la petite Madeleine. Alors Joseph, il revient avec la petite Madeleine. Mais j'ai un problème, moi. Je plais beaucoup aux femmes. Alors quand elle a vu la petite Madeleine, elle a dit, elle est bien, mais je préfère le petit Joseph. Voilà. Alors elle m'a donc recueilli. Elle voulait m'adopter. J'ai dit, non, je ne veux pas être adopté. Parce que si vous m'adoptez, je vais changer de nom. Et puis quand mes parents vont revenir, ils ne vont pas savoir. Non. Alors ils m'ont recueilli. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens extraordinaires qui m'ont aimé comme si j'étais leur propre fils. Et grâce à eux, j'ai retrouvé le goût à la vie. Et là, ma vie a vraiment commencé à partir de là, parce que j'avais trouvé ce dont nous avons tous besoin, nous les jeunes, les enfants, car ce n'est pas le monsieur de 91 ans qui vous parle là. J'ai 11 ans quand je vous parle. Et moi, je vous dis qu'à cet âge-là, plus que de pain et plus que de boisson, c'est d'amour qu'on a besoin. Et ces gens m'ont donné l'amour dont j'avais tellement besoin. Voilà pour ta réponse. Je voudrais souligner la présence de notre ami Jean-Claude Roland, qui est présent parmi nous. Un grand merci, Jean-Claude, d'être présent. On va faire un petit voyage d'école en école. On va passer à l'école, quel joli nom, l'école Rêve. Je vais céder la parole à Madame Calvo et Madame Efergan pour nous dire quelques mots avant de céder la parole à vos élèves. Bonjour. Alors, j'ai rien préparé. Je ne savais pas que j'allais parler. Je suis Madame Calvo. Préparez-vous tous, je vais vous passer la parole. Donc, directrice de l'établissement Rêve Beth-Israël, école privée, on va dire école juive. Voilà. Donc, quand on a abordé cette partie du programme, il faut savoir que c'était particulièrement difficile pour nous, parce que d'abord, les enfants ne connaissaient pas l'histoire, ne connaissaient pas leur histoire. Et quand ils ont, entendu l'histoire de Joseph, ça a été particulièrement émouvant pour eux. Ils avaient hâte d'être là, de vous entendre, parce qu'en tant que juifs, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est une chance de pouvoir vivre en France, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son origine. Et cette chance-là, il faut savoir la préserver, comme l'a dit Monsieur le maire. Et ce vivre ensemble-là, de se retrouver aujourd'hui tous ensemble, je pense qu'il y a aussi des écoles privées catholiques, des écoles publiques, des écoles juives, c'est extraordinaire. Voilà, c'est la France qu'on aime, la France où on est tous ensemble, tous réunis et en paix. Voilà, c'est ce qu'on souhaite.
Bonjour, je m'appelle Elior, je suis un élève de l'école Beth Israël. Ma question est, si votre passage à travers les barbelés a duré si longtemps, comment se fait-il que personne ne vous ait vu? Très bonne question. Il faut savoir, d'abord, c'est important, que ces barbelés sont tellement longs, mais alors vous savez, il y a une partie à traverser de barbelés, l'épaisseur comment dirais-je, de l'entourage de barbelés du camp, ça va de ce mur-là à ce mur-là. Avec la densité énorme de barbelés, c'est un travail considérable à faire, d'abord pour expliquer. Il faut aussi vous expliquer qu'on savait que ce serait difficile, et que nous avions le crâne rasé, parce qu'on rasait les garçons là-bas, et on avait mis double chemise et double pantalon pour se protéger les barbelés, pour essayer de s'en sortir. Comment se fait-il qu'on ne nous a pas vus? Nous sommes passés au pied d'un mirador. C'est un mirador, c'est cette tour dans laquelle il y a un gendarme avec un fusil. Et on est rentré là-dedans, au ras du mirador. Vous savez, fallait bien commencer, on ne sait pas où. Alors, qu'on ne nous ait pas vus, il y a 3 possibilités. Et je vais les énumérer toutes les 3. Le seul qui pouvait nous voir, c'était le gendarme qui était dans le mirador. Premièrement, il est très haut, et vu l'importance et l'épaisseur, il ne pouvait pas voir, à mon avis, d'où il était, ce qui se passait plusieurs mètres en bas, parce que nous, on est au ras du sol. Deuxième chose, on est au mois d'août, il fait très chaud, il est midi, le gendarme, il dort peut-être sous son képi. Et troisième hypothèse, on va garder celle-là, il n'a pas voulu nous voir. Voilà la réponse. Nous allons continuer à voyager avec une nouvelle question. Je m'appelle Élie et j'étudie dans l'école d'Israël. J'avais une question à vous poser, c'était comment vous avez jamais perdu espoir? Comment je n'ai pas perdu espoir? À quel moment? Pendant qu'on était au camp, quand je me suis évadé, ou après la guerre? Quand vous étiez en camp. Quand je suis au camp. Mais vous savez, au camp, je ne vais pas dire que j'étais malheureux. Dans ma vie, moi, je n'avais qu'une chose, c'était ma famille. J'avais 2 sœurs, j'avais une mère que j'aimais beaucoup, et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, ma première pensée, elle est pour elle tous les matins. J'étais heureux dans ma famille. Alors, bon, on n'était pas très heureux quand on était au Veldiv, mais déjà à Beaune-la-Rolande, moi, j'avais de l'air. Moi, quand j'étais avec mes parents, j'habitais Paris, le 18e, et j'étais tout le temps fourré dans le square des Abbesses, qui était pas loin de chez moi. Dans le camp, c'est vrai, il n'y avait pas grand-chose à manger, mais j'étais pas je craignais rien, j'étais avec mes parents. À cette époque-là, les enfants sont très proches de leurs parents. Ils n'ont pas, je dirais, ils ne savaient pas autant de choses qu'on sait aujourd'hui grâce à l'évolution de la vie moderne. Et je n'ai jamais perdu espoir, mais je n'ai jamais été désespéré. Et je crois que j'ai toujours été dans ma vie, et je le suis encore, un combatif. Donc, je m'arrangeais pour ne pas être malheureux dans le camp, je jouais avec les autres. J'avais une vie quasi normale. Nous allons passer à l'école La Cépette 2 avec Madame Denuel et Monsieur Dacosta, s'ils veulent bien se lever. Merci Madame Denuel. Monsieur Dacosta, il peut se lever aussi. Merci Monsieur Dacosta. Quelques mots peut-être, avant de céder la parole à vos élèves. Bonjour, je souscris à tout ce qui a été dit par les enseignants, donc école La Cépède Épinay. Je vais plutôt laisser la place aux élèves qui sont impatients de poser des questions et je vous remercie d'être présents, bien évidemment. Merci. Bonjour, je m'appelle Ilias, je suis à l'école La Cépette 2, en CM2. Je voulais vous poser une question. Qu'avez-vous ressenti quand il a fallu porter l'étoile jaune? Ah, c'est une bonne question. Quand on n'a pas donné l'étoile jaune parce qu'il fallait aller l'acheter, il fallait donner des tickets de textile. Il y avait à ce moment-là, pendant la guerre, des tickets pour tout le monde. Pour tout. Pour acheter des chaussures, il fallait des tickets. Pour acheter une chemise, il fallait des tickets. Et
comble d'ironie, on nous a obligés de donner des tickets pour l'étoile et de la payer, pour bien nous humilier. Donc mon papa, qui était tailleur, est allé chercher les étoiles et il les a cousues bien solidement pour pas qu'elles tombent. Et comme il savait que j'étais un petit peu, je vais dire, fantaisiste, il m'a dit, tu sais, quand tu vas aller à l'école, ne cache pas ton étoile avec ton cartable, parce que sinon on va tous en prison. Tu m'entends, Joseph? Oui, papa. Alors je suis parti de chez moi, descendu les 4 étages, traversé la cour, et on passe une porte cochère qui me met dans la rue, qui est la rue des Abbesses. Bien entendu, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre mon cartable sur mon étoile, pour pas qu'on la voie. Parce que je ne savais pas très bien. Moi, vous savez, on ne m'avait pas tout expliqué. Moi, je savais pas qu'il y avait des juifs, des pas juifs. Après, j'ai réfléchi, et j'ai dit, je ne comprends pas, parce que quand un enfant vient au monde, les blancs, les noirs, les marrons, les jaunes, les rouges, il n'est pas juif, il n'est pas musulman, il n'est pas catholique. Alors, qu'est-ce que je ne comprends pas très bien tout ça? J'ai compris un peu, si vous voulez, je vous expliquerai. Et donc, j'étais là, sous le porche, là, devant le 54 de la rue des Abbesses, où nous étions d'ailleurs hier. Et je crois que j'y serais encore, si je n'avais pas vu un garçon qui passe sur le trottoir d'en face, un type qui n'était pas de ma classe, mais je le connaissais de vue, parce il avait un sale caractère, il cassait la gueule à tout le monde, lui. C'était un violent. Alors, je le hèle, il vient vers moi, il me dit, t'as les jetons avec ton étoile, hein? Oui. Bon, et bien il me dit, viens avec moi. Bon, on ouvre la partie à l'école, ah, j'avais plus peur. Parce que moi, je me disais, ça doit être quelque chose de honteux, qu'on nous met comme ça, les gens vont nous jeter des pierres, les gens vont nous cracher dessus. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je ne comprenais pas. Mais je comprenais que c'était déshonorant. Voilà. Quand je suis arrivé à l'école, ce n'est pas un quartier spécialement juif, j'allais à l'école rue Le Pic, l'école de la République française. Personne ne m'a rien dit. Moi, j'avais un copain qui était noir, il y en avait un qui était hongrois, il y en avait un qui était italien, il y en avait un qui était juif. Moi, c'était le seul, d'ailleurs, à avoir une étoile. Ils ne m'ont pas dit, oh, il y a des écoles où ça s'est moins bien passé, je le sais, mais là, dans la mienne, on a continué à jouer aux billes. Voilà. L'étoile, ça a été ça pour moi. Bonjour, je m'appelle Founé Mousseau, je suis à l'école Georges Martin et j'ai une question pour vous. Après votre évasion, y a-t-il des gens qui vous ont aidé? Si j'ai bien compris, on me demande si des gens m'ont aidé pendant mon évasion. Après ton évasion. Juste après. Quand on s'est évadé, Jo et moi, on s'est dit... on arrive à l'extérieur, est-ce qu'il faut aller à droite, à gauche, devant, derrière? On avait la chance d'être dans la forêt d'Orléans. Et on a décidé qu'on se cacherait le jour dans la forêt et qu'on courrait la nuit. Parce qu'il fallait s'éloigner du camp, pas trop bien comme direction et tout. Je dois vous dire que j'ai eu la chance, en tombant sur mon copain Jo, il était venu en vacances avant la guerre dans cette région, et il connaissait un peu. Mais enfin, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Donc, on court, vous avez bien compris, la nuit, et le jour, on se planque dans la forêt. On dort là, on survit, on fauche un peu là où on passe, on a un peu d'argent sur nous. Je vous raconterai éventuellement comment, mais c'est toute une petite anecdote assez amusante, si on peut dire. Et au bout de 4 ou 5 jours, on arrive dans une sous-préfecture du Loiret qui s'appelle Loris, L-O-2-R-I-S. Et là, je lui dis, oh, ben, je sais où on est, Loris. Attends, moi je sais parce que j'étais là, on était venus en vacances avant la guerre, et je sais qu'il y a un autocar qui vient je ne sais pas d'où il vient, mais de Loris, il va à Montargis, et à Montargis, il y a une gare avec des trains qui les emmènent à Paris. On est sur la bonne route. Alors, il faut voir l'état physique dans lequel on est. On est sale, on ne se lave pas, on sent mauvais, forcément. On est en lambeaux, car si on avait mis double chemise et double pantalon, tout était déchiré. Le sul dessous, on avait enlevé l'étoile, bien entendu, parce qu'on avait l'étoile dans le corps. Alors là, on ne pouvait pas coucher sur un banc, parce que si on s'était couché sur un banc, tout de suite la police serait venue en disant « Qu'est-ce que c'est que ces vagabonds ?»
Et on n'aimait pas beaucoup à la campagne, à ce moment-là, ce qu'on appelait les romanichels, les gitans. Parce que quand ils passaient dans une ferme, il manquait toujours un ou deux poulets ou un ou deux lapins, donc ils avaient mauvaise presse. Alors on allait passer pour des gosses comme ça. Écoute, Jo, on va se trouver une solution, on va tirer les sonnettes, on va demander si les gens veulent nous coucher. De petits gosses comme nous. On n'est pas haut, hein, je vous rappelle. Ouais. Alors voilà, on va monter un petit scénario. On va dire, on va rejoindre nos parents à Paris demain, on n'a pas où coucher, est-ce que vous ne voudriez pas nous coucher pour une nuit? Alors, on a essayé que des refus, personne ne voulait de nous. À un moment donné, 7-8 sonnettes, et puis il y a une dame qui a dit, si je vous coucherai bien, mes enfants, mais ma fille, elle a diphtérie, et je ne peux pas vous prendre. Mais on dit, nous, ça fait rien, vous savez, on ne prend pas de place, on est tout petit, donc on dormira dans un coin. Mais heureusement, elle ne nous a pas pris, parce que j'ai appris ensuite que la diphtérie est une maladie dangereuse et que peut-être on serait mort. Et puis à force de tirer les sonnettes, finalement, on a enfin trouvé quelqu'un nous aider, une brave femme qui nous dit, mais bien sûr, mes enfants, je vais m'occuper de vous, je vais vous coucher, venez avec moi. Elle nous a pris par la main, gentiment, et puis elle nous a emmenés directement à la gendarmerie. Demandez si les gens nous ont aidés, ben voilà, ils sont aidés. À la gendarmerie. Nos pires ennemis, qui ne nous aimaient pas, qui crachaient sur nous quand ils nous voyaient. Ah, la saloperie de bonne femme. Les gendarmes remercient chaleureusement la dame. Jo et moi, on ne se regarde pas trop. Et ils étaient deux gendarmes qui nous disent à peu près ceci. Je vous ai compris, on n'est pas loin du camp, on est exactement à 17 km du camp. Je vais être obligé de vous coucher dans une cellule, parce que j'ai rien d'autre, qui s'appelle le trou du vagabond, qui est une espèce de pièce de 2 mètres sur 3, toute noire, avec un pot de chambre, mais je laisserai la porte ouverte. Le gendarme, hein? Bon, il s'en va, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, je me rappelle comme si c'était, on a pleuré toutes les larmes de notre corps. Tout le mal qu'on s'est donné, tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a dérouillé, tout ce qu'on a traversé, puis là, il est foutu, on est foutu. Et puis, au plus fort de notre désespoir, on s'est endormi parce qu'on était très fatigués, parce qu'on avait beaucoup d'activités physiques à cavaler comme ça. On s'est endormi et on s'est réveillé le matin de bonne heure. Nous sommes au mois d'août, les jours sont très longs. On va vers la porte, elle n'était pas fermée. Elle n'était pas fermée. Ah, ça alors. On s'est tiré et on est arrivé sur la place où s'arrêtait l'autobus normalement. On disait un autocar à l'époque, l'autocar qui allait à Montargis. L'autocar, alors on voit les deux gendarmes qui étaient là, enfin un petit signe comme ça, discret, et toujours difficile à évoquer. Et l'autocar arrive, et quand on a voulu monter, le chauffeur l'a dit non, je ne peux pas vous prendre, parce que notre autocar est plein, mais il y en a un autre qui va arriver d'ici 1 heure ou 2, et je sais qu'il y en a de la place. À ce moment-là, les deux gendarmes s'amènent vers le chauffeur, et lui disent « Henri, fais sortir 2 personnes, parce que les mômes, ils sont pressés. » Voilà. Voilà l'aide que nous avons pu recevoir. Alors, je vais en profiter pour développer un petit peu. Les gendarmes étaient nos pires ennemis, et ils se sont conduits d'une manière dégueulasse. Ils étaient au service du gouvernement, de l'État français, pas de la République, de l'État français, avec un dévouement sans borne, heureux de se débarrasser des Juifs. Mais il y a aussi des gendarmes qui étaient des résistants. Ceux-là, c'était des résistants, c'était des hommes de cœur, et on peut dire qu'ils nous ont sauvé la vie. Parce que là, c'était fini, c'était foutu. On n'en sortait plus. On serait sorti. Il y avait peut-être, sur 100 gendarmes, il y en avait peut-être 4 qui étaient dans la résistance. On a eu beaucoup de chance. Et je voudrais, à ce sujet-là, vous signaler un détail que peut-être vous ne connaissez pas. On ne parle pas quand je parle, monsieur. Bon. Et vous aussi, madame. En France, on a déporté environ 30... on a arrêté 75 000 juifs. C'est de tous les pays occupés, le pays où il y a eu le moins de juifs de déportés. C'est-à-dire 25% de la population juive a été déportée. Ce qui veut donc dire que 75% n'a pas été déportée. Et que si elle n'a pas été déportée, c'est parce qu'en grande partie, elle a été aidée par la population française non juive. Il y en a qui ne se sont pas déclarés, parce qu'à un moment donné, tous les juifs devaient aller se déclarer.
Il y en a qui ne sont pas déclarés, il y en a qui n'ont pas porté l'étoile. Mais beaucoup de juifs ont été aidés par des Français non-juifs, notamment des congrégations religieuses qui ont sauvé des milliers, vous entendez bien, des milliers d'enfants juifs, des prélats de haut niveau, c'est-à-dire des évêques à Montauban, à Lyon, à Toulouse, qui, dans leur cathédrale ou dans leur église, ont dit, les Juifs, il y avait des Allemands, des officiellement, ils disaient à voix haute, les Juifs sont nos frères. Ils ont parlé en vrais chrétiens, les Juifs sont nos frères. Aidons-les, ne les abandonnons pas. Et il faut rendre cet hommage à la France, car il y a des pays, je ne sais pas s'il y a ici des gens d'origine, des pays que je vais évoquer, mais qui n'ont rien à voir avec les événements. Mais en Pologne, par exemple, il y avait 3,5 millions de Juifs, ils ont été déportés à 99%, c'est-à-dire presque tous. Et dans presque tous les pays occupés, les pays baltes, Lituanie, Estonie, j'oublie toujours le troisième, l'Ukraine, la Russie, la partie occupée, la Roumanie, la Bulgarie, de tous les pays occupés, rendons cet hommage à la France, c'est elle qui a le mieux protégé, sauvé les Juifs. Nous espérons que tous les élèves présents ce matin réalisent la chance qu'ils ont d'assister à votre témoignage. Nous avons une question de la part de Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis à l'école Sainte-Thérèse. Je voulais vous poser une question. Dans les camps, pouviez-vous quand même pratiquer votre religion ? Moi, personnellement, je n'ai pas de religion. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y en a qui se disent, ça n'engage que moi. Il n'y a pas très longtemps, je donnais un témoignage à la grande librairie avec 2 rescapés, une dame non juive, qui avait 98 ans, rescapée de la Résistance, qui nous a raconté sa terrible épreuve, et elle a écrit un livre dans lequel elle a marqué, je crois, c'était « Dieu nous a oubliés », non ? Dieu était en vacances. Et à côté d'elle, il y avait une autre femme qui avait été déportée à Auschwitz, qui était miraculeusement rescapée d'Auschwitz, qui avait 94 ans, qui a écrit un livre « Dieu nous a oubliés ». Et à ce moment-là, Brunel, qui dirige l'émission, me dit « Et vous, monsieur Wessmann, qu'est-ce que vous pensez ? Que Dieu vous a... » Ah ben j'ai dit, vous savez, moi c'est très facile. Pour moi, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui a créé Dieu et pas Dieu qui a créé l'homme. Alors évidemment, ça a acheté un froid. Donc je réponds à la question, n'ayant pas de religion, je ne sais pas, mais je pense que dans les camps, des très religieux devaient peut-être discrètement pratiquer leur religion. Moi, je n'ai pas de religion. Nous allons aller direction l'école Lacépède 1 avec Madame Awatif et Monsieur Eti. Si les enseignants veulent bien se lever. Bonjour à tous. Oui, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre témoignage. Alors, votre histoire a beaucoup touché les élèves et ils avaient hâte de vous rencontrer. On va commencer par la question de Iba. Bonjour, je me présente, je m'appelle Iba, je suis dans la classe de CM2B de la CEPED 1. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-il arrivé à votre compagnon d'évasion ? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Il s'appelait Joe Kogan, il avait exactement mon âge. Je ne le connaissais pas dans le camp puisqu'il n'était pas dans mon baraquement. Je ne l'ai connu que le temps de l'évasion, c'est-à-dire, on va dire, entre 4 et 5 jours. On a pris l'autobus, comme je vous l'ai dit. Après, on a pris le train. J'ai alors été très surpris que, quand j'y repense, on n'ait pas été embêté parce que dans l'état où on était, sale, morveux, sentant mauvais, que personne ne se soit inquiété de nous. On est arrivé à Paris. Lui, il était du 20e, moi du 18e. Salut mon pote. Il n'y avait pas de Covid, on pouvait se serrer la main. Salut mon pote. Lui, il avait une tante qui habitait le 20e, je ne sais pas quel quartier, et moi, le 18e, je retournais dans ma rue des Abbesses. Et puis, on s'est perdu de vue totalement.
Alors j'ai appris son histoire. Joe est arrivé, il était fils unique, lui. Il est arrivé chez une tante qui était la sœur de sa mère, qui l'a caché. Après la guerre, il avait une autre tante qui habitait aux États-Unis, à New York, et qui, ayant appris qu'on avait assassiné son frère, sa belle-sœur, et que Joe s'était sauvé avec un copain, elle a envoyé 2 billets de bateau pour que nous venions aux États-Unis. Elle croyait que j'étais encore avec lui. Joe est donc parti aux États-Unis rejoindre cette tante, et il est devenu citoyen américain. Il avait de la France une haine profonde. Jamais je ne retournerai dans ce pays où on assassine les vieillards, les femmes, les enfants. Je hais ce pays. Mais j'irai peut-être si je retrouve mon copain Joe. Il habitait donc à Brooklyn, qui est le quartier des Juifs pauvres. Parce que tout le monde croit que les Juifs sont riches, mais il y a aussi des Juifs pauvres. Et comme il y a à Harlem, à New York, le quartier des Noirs pauvres, puis il y a des Noirs pauvres aussi. Et puis ensuite, il est monté un peu dans l'échelle sociale et il est allé dans le New Jersey, qui est un petit État, pas très loin des États-Unis. Je suis allé le voir. Comment on s'est retrouvés? Après la guerre, moi je me suis dit, quand j'ai commencé à récupérer, que je suis sorti, j'ai fait mon service militaire, je n'étais pas obligé de le faire, mais je voulais être comme tous les Français, qu'on dise pas, il y a des Juifs, ils se planquent toujours, ils s'arrangent toujours pour que les corvées, ils n'en soient pas. Et puis, une fois que j'ai fait mon service militaire, que j'ai commencé à devenir un homme, je dis, mais Joe, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est sûrement mort. On avait si peu de chance de s'en sortir, il est sûrement mort. Ben, pourquoi il serait mort? T'es pas mort, toi? Cherche-le. Alors j'ai commencé à chercher, il y avait des émissions intéressantes à la radio, pas la télévision encore. Je me rappelle notamment une émission qui s'appelait Rendez-vous du souvenir, et on faisait des surprises à des gens qui se cherchaient, qui ne se trouvaient pas. Et la radio, les meneurs les avaient trouvés, et sans rien leur dire, ils ouvraient un écran, et c'était d'une émotion. Tout le monde chialait. Donc j'ai commencé à chercher, et j'ai appris que de son côté, Joe, il cherchait aussi. Il avait reçu un cousin à lui qui s'appelle Westman, comme moi, mais avec 2 S et un N. Et il avait dit, écoute, ce cousin était venu le voir aux États-Unis, il lui a dit, rends-moi un service. Mon copain d'évasion, c'est Joseph Westman, retrouve-le-moi, s'il n'est pas mort. Voilà ses coordonnées. Il s'appelait de mon adresse et que j'étais du 18e et que j'étais né à l'hôpital Rothschild dans le 12e. Et ce garçon, il s'est mis en quête avec beaucoup d'opiniâtreté. Il a fini par me trouver, avec beaucoup de difficultés qu'il m'a racontées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et un beau jour, j'étais à Paris, mon activité, j'avais un magasin de meubles, et j'étais au salon du meuble, j'étais chez un ami, le téléphone sonne, mon ami décroche, s'appelait Lucien. Est-ce que je crois que vous avez un monsieur Joseph Westman chez vous? Lucien, il dit oui, en effet, qui est-ce qu'il demande? Il dit, je m'appelle Westman. Oh, il dit, vous savez, les plaisanteries stupides comme ça ne m'amuse pas du tout. Il dit, non, monsieur, mon nom est Westman, je suis désolé. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Joseph Westman? Et il me passe le bigophone, et il me dit, voilà, bonjour, monsieur Westman, voilà, je m'appelle moi aussi Westman, avec 2 S et un N, et je viens de la part de votre ami Joe Cogan. Je m'assois. Alors il me dit, voilà, je suis allé le voir aux États-Unis, il habitait à ce moment-là, je crois qu'il était encore à New York, et il m'a chargé de vous retrouver. Je vous ai retrouvé, je vais vous donner ses coordonnées. Voilà. Moi, je n'avais jamais été aux États-Unis, jamais, et comme par hasard, j'avais dans ma poche un billet, parce que le groupe dont je faisais partie, qui est le groupe Les Guitans, qui était un groupe important, avait organisé une réunion à Chicago pour nous montrer le nouveau commerce. Il fallait s'installer à l'extérieur des villes, nos parkings, nos business, etc. etc. J'avais donc un billet. Et là, j'ai téléphoné à Joe. Et c'était 8 jours après que j'allais aux États-Unis. Et j'ai dit, Joe, on va se retrouver. Et je vous assure que l'émotion était fantastique. Et donc, on s'est retrouvés formidablement. Il était marié. Il m'a expliqué sa vie. Il avait été dans l'armée américaine.
Ses copains, ils étaient sur la frontière. Il venait en France régulièrement. Il dit, Jo, toi, tu parles français, viens avec nous. Il a dit, il n'y a rien à faire. Je ne remettrai jamais les pieds dans ce pays pourri. Ensuite, donc, il a déménagé dans le New Jersey. J'ai été le voir. Il ne voulait pas revenir en France. Mais il a dit, écoute, si j'avais dit, j'y retournerai si tu viens. Alors, il est venu en France avec sa femme. Il avait une fille, Andy. Et on a refait tout le périple. Ça a été, je ne vous dis pas. Moi, avec ma femme et mes 3 enfants, lui avec sa femme. Ça a été fantastique. Une émotion que je ne saurais pas vous décrire parce que, même si la langue française est très riche, c'est moi qui la connais peut-être pas assez bien, mais c'était d'une puissance que je ne peux pas vous dire. Et puis ensuite, il a déménagé encore une fois. Alors, il avait comme métier, lui, il était dans la photographie. Mais photographe, d'ailleurs, dans l'armée américaine, où il a fait son service militaire, il était photographe aux armées. Et son colonel lui avait dit, tu sais, Jo, si tu veux rester dans l'armée, ça serait formidable que tu deviennes photographe, parce que tu serais photographe aux armées. Il n'a pas voulu parce que sa femme n'aimait pas l'armée. Et donc, il est parti à Las Vegas. Alors, quand je dis ça, Las Vegas, alors tout le monde me dit, mais alors, c'était un joueur. Las Vegas, c'est le pays des casinos, c'est le pays de l'argent. Eh bien non, il était à Las Vegas parce que Las Vegas, c'est la capitale, si je puis dire, du Nevada, qui est un État semi-désertique et où le climat est très sec. Et là, on a fait un séjour fantastique. Il m'a montré les États-Unis, on était en Mississippi, Missouri. Il m'a montré les pétrographes, qui sont les hiéroglyphes des Indiens. Ça a été un voyage fabuleux. Mais je sentais qu'il n'était pas en très bonne santé. On voyait qu'il fatiguait vite, etc. Je suis rentré au Mans, puisque j'habite le Mans. Et puis, je me suis dit, il faut que je retourne le voir, là, parce que ça m'inquiète de le voir comme ça. 2 mois après, je prends mon billet pour les États-Unis. Et au moment où j'allais pour partir, sa femme me téléphone en me disant « Jo est mort hier soir ». Donc, Jo s'est éteint, ça fait maintenant peut-être une 15aine d'années. Voilà, j'ai fait un long détour, mais il fallait que vous connaissiez tous les détails. Alors, nous avons fait le tour des 6 écoles. Je suis certain que vous avez beaucoup de questions. Levez le doigt ceux qui ont des questions à poser. Ah mais je rentre au Mans demain. Joseph doit rentrer au Mans demain. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Les adultes aussi, hein, si vous avez des questions, je vais pouvoir faire passer la parole. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Nada, je suis en CM2B. Ma question, c'est... Y a-t-il eu un moment joyeux dans le camp d'internement de Baume-la-Rolande? Y a-t-il eu? Des moments joyeux au camp. Je ne me rappelle pas, non, je ne crois pas. Allez, une autre question? Le jeune homme? Oui? Bonjour, monsieur Weisman. Je m'appelle Mohamed, je suis à l'école la CP2 et je suis en classe de CM2B. Voici ma question. Pourquoi avez-vous attendu plus de 60 ans avant d'écrire un livre sur ce qui vous est arrivé? Excellente question. Oui, absolument une excellente question. J'estimais que ce qui m'était arrivé était mon intimité. Et moi, je suis quelqu'un de très pudique et je n'aime pas qu'on s'occupe de mon intimité. Je savais de toute façon, j'avais entendu que des déportés avaient raconté leur histoire et qu'on ne les croyait pas. Pas possible. Ils exagèrent. Jamais un homme ferait subir à d'autres hommes de telles choses. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Toute ma souffrance, mes parents brûlés au four crématoire après avoir été gazés, mes 2 sœurs, une petite, une plus grande, 6 millions de juifs assassinés, dont 1 million d'enfants. J'allais raconter tout ça? Non, je ne voulais pas le raconter. Les gens m'auraient écouté, certainement, avec une oreille pleine de compassion, mais j'aurais oublié 10 minutes après. Et puis moi, je n'ai pas montré mes plaies, mes coutures, mes cicatrices, ça regarde que moi. Et je ne voulais pas témoigner, je sais qu'il y avait des gens qui témoignaient, je savais qu'on ne les croyait pas, je savais qu'on ne les écoutait pas, et qu'en fin de compte, tous ceux qui ont subi ça, ils ne se comprenaient qu'entre eux. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. L'humanité a-t-elle pu vivre une telle épreuve? On assassine 6 millions de personnes parce qu'ils ont une confession qui est la leur. On assassine 1 million d'enfants assassinés. Vous
savez ce que c'est qu'1 million d'enfants? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ici, passer devant vous, ça prendrait des heures. Alors, aller raconter ça, non. Même à mes enfants, d'ailleurs. Je ne voulais pas, parce qu'ils s'étonnaient quelquefois. Ils disaient, c'est marrant, parce que, par exemple, le jour des morts, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la Toussaint, ils vont au cimetière. Pourquoi nous, on ne va pas au cimetière? Pourquoi on n'a pas de grands-parents? C'était pas facile, parce que je crois en l'Europe, et je me suis dit, si je raconte à mes enfants, il fallait parler des Allemands et de leur rôle, même si c'est la France qui a organisé en France. Le nazisme, c'était les Allemands. Ils vont devenir anti-allemands. Et moi, je ne veux pas que mes enfants deviennent anti-allemands, parce que dans l'Europe, les deux pays essentiels, à mon avis, c'est l'Allemagne et la France. Il y avait l'Angleterre, mais elle est sortie. Donc, je me débrouillais pour tourner un peu autour du pot, pour ne pas trop en dire, un petit peu quand même, mais pas trop, parce que, encore une fois, c'était très important pour l'Europe, c'est notre avenir. S'ils sont anti-allemands, ça ne va pas. Et, en fait, ils ont découvert mon histoire, surtout avec le film et avec le livre. Mais je n'aurais pas parlé si un jour je n'avais pas été invité à Orléans par le maire d'Orléans, qui était un homme fort sympathique. Il avait organisé une réunion, parce que j'étais connu. Le mémorial de la Shoah n'existait pas encore, mais il y avait le CERCIL à Orléans, centre d'études de recherche des camps du Loiret. Et j'étais là-bas, ils connaissaient mon histoire. Et donc j'ai été invité par cette réunion que le maire avait organisée, où il y avait des grosses pointures comme Boris Cyrulnik, qui est un homme très important, Max Gallo, des gens de très haut niveau. Moi, j'étais qu'une petite fourmi. Et puis Simone Veil. Et le hasard de l'estrade, vous voyez comme on est là, le hasard de l'estrade voulait que moi je sois assis là. Et là, il y avait Simone Veil. Alors chacun allait parler. Et puis quand c'est comme ça, vous savez, on fait des apartés. Alors, quand ce n'est pas notre tour de parler, on discute ensemble. Et Madame Simone Veil, qui était donc assise près de moi, comme ça, me dit, alors, et vous, Monsieur Westman, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire? Pardon, madame, je n'ai pas compris la question. Je répète, Monsieur Westman, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire? Mais de quoi vous parlez, madame? Je ne suis pas au courant, je ne connais pas cette expression. Mais elle m'a dit, monsieur, avec ce que vous avez vécu, vous devez le raconter, parce que vous avez un devoir vis-à-vis des jeunes de France, par exemple, qui connaissent cette page de l'histoire, qu'ils ne connaissent sans doute pas bien. Oh là là, j'ai dit, alors, madame, vous savez, je vous respecte beaucoup, je vous admire beaucoup, vous êtes intelligente, cultivée, instruite. Moi, vous savez, je n'ai pas été scolarisé, je sais à peine lire et écrire, je me sens absolument incapable, et puis de toute façon, je ne veux pas et je ne peux pas. Alors, madame Simone Veil a repris son cours et elle m'a explicité ce qu'était le devoir de mémoire, pourquoi on devait l'accomplir, si je puis dire. Un devoir, ça s'accomplit. Je me suis dit en moi-même que je suis un petit voyou, cause toujours, tu ne me feras pas bouger de ma branche. Bon, la réunion s'est terminée, elle est rentrée à Paris, moi au Mans, j'ai tout oublié. Et puis un jour, peut-être un mois après, la petite graine, elle avait poussé quand même de Simone Veil, je me suis dit, mais est-ce que ta position, est-ce que c'est intelligent, ta manière dont tu te préserves? Est-ce que tu estimes cette jeunesse française qui est belle, que j'aime et que je connais, parce que j'ai aussi des petits-enfants magnifiques comme vous, 3 petits-fils, 3 petites-filles. Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais faire quelque chose? Parce que si un jour, ils se trouvent dans des situations comme celles que tu as connues, s'ils sont prévenus, ils seront peut-être plus utiles que nous, on ne savait rien. On ne s'est pas défendu, on n'a pas combattu. Alors, ben voilà, j'étais foutu. Et j'ai commencé à témoigner. Et j'ai dû faire à peu près entre 200 et 300 témoignages, surtout en France, beaucoup à Paris, dans la région parisienne, dans l'ouest de la France, dans toute la France. Puis j'étais en Suisse, témoigné, puis j'étais en Belgique, témoigné. Puis j'étais 2 fois en Allemagne. Ils m'ont demandé de témoigner, moi, le petit juif. Et je dois vous dire que c'était pour moi très émouvant d'y être. Et que je leur ai dit, vous savez, j'arrive ici sans haine et sans rancune, parce que toi, par exemple, si ton père a été le pire des bourreaux d'Auschwitz, tu n'y es pour rien, tu n'es pas responsable. Mais je ne veux pas ressentir de ta part de sentiment de culpabilité, parce que je me lève et je m'en vais. Tout en sachant parfaitement que si vous n'êtes pas responsable, l'héritage est lourd à porter. Puis j'ai été appelé 2 fois aux États-Unis, une fois à Miami, dans une université
75 000 élèves qui m'ont fait, d'ailleurs j'ai une médaille ici, qui m'ont fait, moi, l'inculte professeur honoraire, qui est un grand honneur, donc 2 fois aux États-Unis, puis 1 fois au Japon. Et vous voyez, j'ai décidé de ne plus témoigner parce que c'est difficile de témoigner. Témoigner, ce n'est pas faire une conférence. Témoigner, je vous parle avec mon cœur, avec mes tripes, je revis aussi l'enfer. Mais c'est tellement important parce que, en général, je témoigne devant des jeunes qui sont des lycéens et des collégiens. Mais M. Deveau, il a une telle puissance qu'il m'a dit « Tu viens avec mes CM2 ». Et je dois vous dire que c'est pour moi formidable, car il n'y a pas un établissement, vous avez vu, je vous dis peut-être 300, où je ne suis sorti enrichi par les élèves, par les enseignants et par les dirigeants. Nous avons fait, au moment où j'habite, il y a un lycée qui a dans ses activités une activité cinématographique. Alors on a décidé avec le corps enseignant et la préfecture du Mans de faire un film témoin qui soit un objet d'éducation. C'est-à-dire que quand un professeur d'histoire donne un cours sur la Shoah, par exemple, sur l'histoire, il s'adresse à l'Éducation nationale en disant « Envoyez-moi le DVD de M. Wessmann, qui est parfait. C'est exactement comme on est là. C'est un témoignage complet avec les questions et tout. Pour que je ne témoigne plus, et je ne dois plus témoigner, je ne veux plus témoigner, mais enfin, il y a 15 jours, j'étais quand même au Sable d'Olonne, devant des gens formidables, et à chaque fois, je me dis « Oui, mais il ne faut plus y aller, c'est la dernière fois, mais je ne peux pas vous résister à vous, les mots. Je ne peux pas, parce que je sais que vous voulez me faire ma connaissance et je sais que l'expérience de ce que j'ai vécu vous servira un jour. C'est pour ça que je suis là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions encore, sachant que, Joseph, ils t'ont réservé une petite surprise. Pourquoi petite? Je préfère une grande surprise. Est-ce qu'il y a des adultes qui voudraient poser des questions également? D'accord. On va commencer par Iliane. Iliane. Je m'appelle Liliane, je suis en CM2A à l'école Sainte-Thérèse. Et déjà, avant de poser ma question, c'est un honneur de vous rencontrer. Comment avez-vous vécu ces atrocités et est-ce que ça a eu un impact psychologique? Donc, si j'ai bien compris, quel a été l'impact psychologique après ce que j'ai vécu? Eh bien, moi, je n'ai pas voulu m'enfermer dans la souffrance. D'abord, parce que je suis petit, je ne comprends pas la vie, je ne comprends pas. Moi, bon, il y a eu la guerre, on l'a perdue. Mes parents, ils sont partis pour travailler dans des pays lointains. De toute façon, je ne me faisais aucune... comment dirais-je? Je n'étais pas triste. J'étais triste d'être séparé de mes parents, mais ils allaient revenir. Pour moi, il n'y avait pas de question à se poser. Ce qui est arrivé était impensable. Personne, d'ailleurs, même les adultes, ne l'imaginaient pas. Alors, je traversais une période difficile. J'allais essayer de m'adapter, parce que, comme a dit Darwin, on s'adapte ou on disparaît. Donc, je vais essayer de m'adapter. Et j'ai été comme une couleuvre. J'ai vécu, chez moi, je mangeais par exemple, pour vous donner un exemple, je mangeais cachère parce que maman était pratiquante, et ben j'ai mangé des choses dégoûtantes, et il fallait que je survive. Quand on m'a servi des moules la première fois, j'ai vomi. C'était pas, moi j'avais jamais mangé un truc comme ça. Et puis je me suis adapté, il fallait survivre, la vie avait des dangers, donc on n'avait pas le temps de penser à soi-même. Chaque jour qui passait, on n'était pas sûr le soir de coucher dans son lit. Et d'ailleurs, il y a quelques anecdotes que je vous raconterai peut-être, mais qui fait que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu 1000 occasions d'y passer. Alors donc, je me protégeais, ça m'occupait, je n'avais pas le temps de penser à autre chose. Je n'ai pas eu le temps d'être triste, désemparé, etc. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur une question tout à l'heure, parce qu'on me faisait remarquer que dans le film que vous avez vu, à un moment donné, on voit les gens, on entend de la musique, on voit les gens qui dansent entre eux, on voit Jean Reno qui prend Mélanie Laurent dans ses bras, la musique et tout. J'ai dit, dis-moi, Roselyne, où est-ce que tu as été pêcher un truc comme ça? Tu t'imagines, dans la situation, dans le désarroi profond où étaient toutes ces familles, qu'ils auraient eu le cœur à danser et à chanter, qu'est-ce que c'est stupide ça? Alors, ou je t'ai mal expliqué, ou tu as mal compris, ou les deux, mais jamais il y a eu un mouvement comme ça de joie.
je ne l'ai jamais connu. Et Roselyne Bosch m'a répondu, ceci est ce qu'on appelle un élément cinématographique. C'est-à-dire que les gens sont stressés et j'ai à faire passer la scène la plus violente qui soit. Donc il faut que je casse cette atmosphère de tristesse, cette atmosphère de stress. J'ai fait ce break. Voilà, mais ça n'a jamais existé. Bonjour, je m'appelle Maïssa, j'ai 10 ans et je suis à l'école Anatole France. Et ma question sera, est-ce que vous avez toujours été aussi motivé de vous évader? La question, j'ai bien compris. Est-ce que j'ai toujours été motivé de m'évader, c'est ça? Eh bien, je vais voir. Alors, c'est assez amusant. Quand on a été arrêté avec mes parents, donc, on a descendu les 4 étages. Nous sommes donc les 5 Wessmann et les 2 policiers. On va au bout de la rue des Abbesses et arrivé rue du Rantin, qui est une école qui remonte vers mon école, je me dis, mais si je ralentissais le pas, si je me débinais, première idée, de retrouver ma liberté. Si je me débinais, là, avec mes petites pattes, je m'enfile dans la rue du Rantin, je connaissais le quartier comme ma poche, jamais ces vilains gendarmes, ils me rattraperont. Et après, je me suis dit, c'est complètement idiot, je suis avec mes parents et mes 2 sœurs, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? J'avais donc déjà, le jour de l'arrestation, une idée d'évasion. Et puis ça a été fini, je n'ai plus jamais repensé. Je n'y ai repensé que quand on a vécu l'horreur de la déportation, quand on a séparé les parents des enfants, là, je me suis dit, Jojo, il faut foutre le camp. Comme ça, tel que je veux foutre le camp. Il ne faut pas rester là, barre-toi. Madame Lanlot. Bonjour Monsieur Wessmann, je suis Marie-Pierre Lanlot, psychologue à l'Éducation nationale. Je vous remercie tout d'abord pour ce témoignage, je suis particulièrement touchée et émue, et je vous en remercie. J'aimerais m'arrêter sur une partie de votre témoignage, qui est le moment où vous avez rencontré cette famille qui vous a donné tout l'amour que vous n'aviez plus à ce moment, et qui a été un moment, comme vous le disiez, un moment de renaissance pour vous. Donc là, ce n'est pas une question. Je voudrais juste rebondir sur votre témoignage pour dire à tous les enfants que quel que soit leur malheur, leur souffrance, qu'ils ont traversé ou qu'ils traverseront, il faut toujours accepter la main tendue des autres et accepter l'amour que l'on peut recevoir de quelqu'un d'extérieur, comme vous l'avez fait. Voilà. Et je vous remercie infiniment pour ce moment. Joseph. Je pense que nous allons terminer le témoignage là. Je pense. Oui. Attends, parce que... Alors, si nous terminons le témoignage, j'ai toujours terminé, et vous le retrouverez dans la BD, dans mon livre, et dans tous mes témoignages, j'ai toujours dit, la seule chose que vous devez retenir de mon voyage, et c'est ce que je suis venu vous dire, à un moment donné de votre vie, n'acceptez jamais l'inacceptable. Voilà ce que j'aime à vous dire. Merci Joseph, merci, un grand merci à toi. Je vais céder maintenant la parole à Madame Laurel. On va inviter tous les élèves, tous les adultes qui connaissent la chanson. J'ai distribué aussi la chanson. Je crois que Madame Laurel a quelques élèves à faire venir devant. Bonjour à tous. Donc les élèves d'Épinay ici présents de CM2, pour remercier ce message de tolérance et très riche, on a préparé une petite surprise, donc un texte d'une chanson faite pour les enfants, avec un message pour les enfants pour l'avenir. Et ce texte, le refrain peut être en langue des signes. Donc je vais demander à quelques élèves de l'école, parce que je sais que j'ai travaillé avec eux, de venir devant pour montrer les signes. Et ceux qui les connaissent, faites-le.
Je veux simplement vous remercier, vous dire que je suis très ému. Merci, vous m'avez beaucoup touché. J'ai encore jamais pris la parole lors d'un témoignage de Joseph, mais aujourd'hui, je tiens à le faire pour vous dire un grand merci. Je suis extrêmement émue de votre chant. Merci. J'ai la chance d'être grand-maman. J'ai 4 petits-enfants et je tiens à vous dire ceci pour encore plus quistancer la chance que vous avez eue de voir et d'entendre Jo aujourd'hui. Mon aînée, petite fille Macha, a 11 ans. La BD est sortie le jour de ses 11 ans. Elle voulait tellement que son papy Jo vienne dans son école faire un témoignage. Une date était prévue. Jo ne le sentait pas. Il a appelé la directrice et au final, ils ont convenu que c'était trop jeune, que c'était trop tôt. La directrice a dit « Oui, ils ont étudié cette année la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne leur ai pas parlé de la Shoah. » Aujourd'hui, je trouve ça tellement triste qu'elle n'ait pas fait. Mais pour vous redire la chance que vous avez eue d'entendre Jo. L'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est un grand merci aux éducateurs et puis un grand merci à Jean-Claude qui a tellement su convaincre Jo. Et puis, Madame, merci d'avoir noté cette note d'espoir. Quels que soient les moments difficiles qu'on a au cours de notre vie, eh bien, il faut savoir trouver la main tendue et aller vers. Hein. Et il y a des choses merveilleuses qui peuvent exister. Quand j'ai lu le livre de Jo, dans le livre, j'ai vu 8 petits cœurs, 8 petites lueurs, 8 notes d'espoir. Il y en a sûrement d'autres. Et voilà, chacun peut avoir ses notes d'espoir, il suffit de les voir. Et puis, j'ai aussi été très sensible, quand on parlait avec Jean-Claude, d'apprendre qu'un petit garçon avait eu 11 ans, dimanche. Où est-il? Maïdine. C'est lui? Alors viens avec moi, viens vers moi. Il s'avère que Maïdine est né le même jour que Joseph, c'est-à-dire le 19 juin dernier. Ils ont exactement 80 ans de différence, jour pour jour. Maïdine. Alors, le cadeau que je lui remets, c'est la BD. C'est la BD nationale et en plus, elle est signée par le dessinateur, elle est signée par le scénariste et elle est signée par Jo. Alors que ce livre te porte chance. Ouais. C'est collector, jeune homme. C'est collector. Voilà. Merci à tous. Alors, voilà 2 médailles que j'ai apportées pour vous montrer, qui sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je suis professeur honoraire de cette grande université FIU en Floride, Floridian International University. Malheureusement, elle n'est pas en or. Et nous, les Juifs, on aime mieux l'or. Et la deuxième, c'est la dernière que j'ai reçue, c'est la médaille des anciens combattants et victimes de guerre. Voilà, je vous les ai apportées pour vous.